Bonjour, ravi de retrouver à l'Assemblée. Un sujet de société important est à l'ordre du jour. Un sujet qui est susceptible de toucher tout le monde, un fléau même, celui de la soumission chimique. Alors 5 mois après le procès des viols de Mazan, eh bien, un rapport parlementaire a été remis au gouvernement pour mieux accompagner les victimes, accélérer le traitement judiciaire et prévenir ces actes qui consistent à droguer une personne afin d'en abuser. 2 parlementaires ont travaillé sur le sujet pendant près de 6 mois. La sénatrice Véronique Guillotin et la députée Sandrine Josso, elle-même droguée par un collègue sénateur. Alors les 2 élus émettent une cinquantaine de recommandations, dont 15 qu'elles jugent prioritaires à mettre en œuvre dès cette année. Tout de suite, on rejoint la salle de la délégation aux droits des femmes, devant laquelle le rapport est présenté. À tout à l'heure. Je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude pour votre présence aujourd'hui ainsi que pour l'engagement exemplaire dont vous avez fait preuve tout au long de cette mission gouvernementale consacrée à la soumission chimique. Vous avez su traiter avec rigueur, sensibilité et hauteur de vue un sujet encore trop souvent relégué dans l'ombre du débat public. Votre rapport, d'une grande qualité, tant sur le fond que sur la forme, constitue une contribution précieuse, lucide et courageuse. La soumission chimique n'est pas un phénomène résiduel, ni nouveau. Vous le rappelez dans votre rapport, la première occurrence clinique qui décrit l'usage de la soumission chimique remonte à 1982. C'est une méthode de domination utilisée pour contrôler le corps des femmes, qui représente 82% des victimes, les faire taire, effacer leur volonté et leur consentement. Le procès des 51 violeurs de Gisèle Pelicot a marqué une étape importante en mettant en lumière les spécificités de cette violence caractérisée par l'oubli des victimes et qui en fait les proies parfaites. Si ce procès a bouleversé l'opinion publique, c'est aussi parce qu'il a été celui de la culture du viol, dont la soumission chimique est un des outils. Les chiffres issus de l'enquête du CUEPA pour l'année 2022 sont sans appel. Après évaluation des cas, 1229 agressions facilitées par les substances ont été retenues dans l'enquête. Cela représente une hausse de plus de 69% par rapport à l'année précédente. Si cette progression est alarmante, elle témoigne aussi d'une prise de conscience croissante. Elle établit avec clarté que la soumission chimique constitue un enjeu de santé publique de première importance, touchant de manière préoccupante à l'intégrité des personnes et aux droits fondamentaux des femmes et des enfants. Ce phénomène appelle une prise en charge structurée et cohérente de la part des pouvoirs publics à la hauteur des défis qu'il soulève. Parler de soumission chimique, c'est aussi rappeler une réalité souvent ignorée. Les violences sexuelles ne sont que rarement commises par des inconnus. La drogue du violeur, que nous connaissons toutes et tous, administrée par un inconnu en boîte de nuit ou soirée privée, n'est en réalité que la face cachée de l'iceberg. Dans 82% des cas, le danger réside le plus souvent dans la sphère intime, au sein du couple, de la famille ou amicale. Aborder cette question, c'est donc aussi lever le silence sur les violences conjugales et incestueuses. Il est également essentiel de rappeler que la grande majorité des victimes sont des femmes et des enfants qui, pour ces derniers, sont trop souvent les grands oubliés de la soumission chimique, comme vous le rappelez dans votre rapport, chers collègues. Par ailleurs, nous nous sommes battus ici même, au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, pour faire évoluer la définition pénale du viol et y intégrer la notion de consentement, notamment à partir du rapport de notre présidente, Véronique Guillotin, dont j'excuse la présence aujourd'hui, et notre vice-présidente Marie-Charlotte Garin. Cette proposition de loi, adoptée le 1er avril dernier, constitue une avancée majeure pour mieux protéger les victimes de violences sexuelles, y compris de soumission chimique. Vous formulez, mesdames, chers collègues, 50 recommandations dans votre rapport, dont 15 prioritaires pour lesquelles vous demandez une mise en œuvre courant de l'année 2025. Vous avez évidemment notre soutien plein et entier. Les membres de la délégation aux droits des femmes sont à votre disposition pour en assurer la mise en œuvre effective. Et avant de vous laisser présenter les conclusions de votre rapport, j'aimerais vous poser, à partir des échanges que nous avons pu avoir avec notre présidente Véronique Guillotin, quelques questions pour nourrir notre échange.
D'abord, le gouvernement avait annoncé l'expérimentation du remboursement par l'assurance maladie de kits individuels permettant de détecter une soumission chimique dans plusieurs départements. Pourriez-vous nous éclairer sur l'état d'avancement de cette mesure dont vous préconisez la généralisation via le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2026 ? Par ailleurs, je me réjouis également que vous insistiez sur la nécessité de renforcer les moyens de l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans les établissements scolaires du premier et second degré. Nous ne cessons de le répéter, l'éducation est l'une des clés du changement. En outre, les données actuelles révèlent des défaillances dans les détections précoces de ces violences. Quelles recommandations formulez-vous pour renforcer la formation des professionnels de santé et améliorer le repérage des cas de soumission chimique? Enfin, quelles sont les adaptations spécifiques du cadre juridique actuel que vous proposez afin de mieux protéger les victimes et de faciliter les poursuites judiciaires? L'introduction de la notion de contrôle coercitif, notamment, peut-elle être une piste? Chers collègues, je vous remercie, Madame la députée, Madame la sénatrice, pour ce rapport important, très important, qui contribue à notre prise de conscience collective. Vous donnez à voir, à comprendre et surtout à agir. Je vous laisse désormais nous présenter les conclusions de votre travail, puis nous passerons aux échanges avec nos collègues ici présents et dont je remercie la présence. Je vous remercie et je vous cède tout de suite la parole. Commençons par vous, chère collègue Sandrine Josso. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vous remercie sincèrement de nous accueillir au sein de la délégation des droits des femmes de l'Assemblée nationale avec ma collègue et notre collègue sénatrice Véronique Guillotin et l'administratrice de cette mission, Marine Darnaud. C'est bien sûr avec beaucoup d'émotion et après 13 mois de travail acharné dans une ambiance politique très particulière que nous nous présentons aujourd'hui devant vous. Nous avons rencontré 275 personnes, mené plus de 50 auditions, fait plus de 15 déplacements en France et à l'étranger. Ce rapport, il contient 50 recommandations, dont 15 applicables dès 2025. Je vais vous proposer les 8 premières et Véronique présentera les suivantes. Également, je me permettrai de répondre à quelques-unes de vos questions et Madame Guillotin complétera mes réponses. La première recommandation concerne la grande campagne nationale annuelle de sensibilisation à la lutte contre la soumission chimique. Elle se fera en partenariat avec l'association M'endors pas, stop à la soumission chimique. Je salue d'ailleurs la fondatrice et la présidente de cette association qui est Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot. Également, cette grande campagne sera menée avec le Centre de référence des agressions facilitées par les substances, le CRAFS. Hier, Madame la ministre Berger a insisté également pour faire en sorte que cette campagne soit savamment pilotée par la MIPROF, qui est donc cet organisme qui s'occupe de la formation sur le sujet de toutes les formes de violences sexuelles. Dans le même objectif, nous demandons une conférence annuelle relative à la lutte contre les violences, intégrant les faits croissants de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Pour un petit rappel, dans chaque territoire, les préfets pilotent ce qu'on appelle le CLAV, qui est en fait une sorte d'organisation qui permet de faire un point régulièrement sur le territoire et de coordonner les actions concernant tout ce qui concerne les victimes. Également, nous proposons en recommandation numéro 3 le prélèvement. Alors ça, c'est vraiment un point capital. Évidemment, quand les faits ont été commis, l'urgence absolue, c'est le prélèvement de sang, d'urine et plus tard, si le contre-la-montre est dépassé, des cheveux. Il s'agit de détecter le plus rapidement possible dans les heures qui suivent. Alors, il n'y a pas de kit de détection possible en vente libre, par exemple en pharmacie, mais uniquement des kits de prélèvement. La toxicologie est vraiment une science de pointe et il faut à cet effet en fait vraiment avoir la certification que les analyses seront faites par
un laboratoire référencé avec une capacité aussi d'interprétation avec un médecin toxicologue. J'insiste donc que la priorité des priorités, ce sont les prélèvements partout sur le territoire. Chaque professionnel doit avoir les bons réflexes pour ne pas faire perdre de chance à la victime, même lorsque la soumission chimique a lieu dans les heures profondes ou le week-end dans un territoire éloigné d'un CHU. Elle doit pouvoir donc faire effectuer des prélèvements, on doit pouvoir faire effectuer des prélèvements car c'est la seule preuve irréfutable et on peut être accompagné à ce moment-là sur le territoire d'infirmières qui sont dans un protocole de coordination nationale avec toutes les parties prenantes, les pharmaciens également, les médecins, les laboratoires. Ce protocole, il est en cours d'écriture. D'ailleurs, dans ce rapport, on a mis en place un groupe de travail pluridisciplinaire pour ce faire. Et une partie de cette écriture figure dans le rapport. La mission recommande également l'automatisation officielle du centre de référence des agressions facilitées par les substances, sous forme d'unités fonctionnelles ou de services hospitaliers comme structure nationale d'information et de coordination auprès des victimes et des professionnels. Des moyens humains et matériels et financiers lui seront attribués en conséquence. Également, la généralisation sur tout le territoire de l'expérimentation de la prise en charge des prélèvements sanguins, urinaires et capillaires sans dépôt de plainte. Il faut agir dès le prochain projet de loi de finances de sécurité sociale pour le 1er janvier 2026. La mission recommande également d'intégrer au code pénal la circonstance aggravante pour la victime en cas, par exemple, d'état d'ivresse ou sous l'emprise de produits stupéfiants. Pour les infractions de viol, d'agression sexuelle, par exemple, sur ces personnes particulièrement vulnérables. En fait, il faut renverser la responsabilité. Une personne, par exemple un agresseur, qui s'attaque à une victime en sachant qu'elle est déjà en vulnérabilité, doit malheureusement se rendre compte très rapidement qu'il faut qu'il arrête en fait de mettre en place ces habitudes, parce que souvent ce qui se passe, c'est que on accuse la victime d'avoir trop bu. Et effectivement, le plus important, c'est de comprendre que c'est surtout une opportunité pour l'agresseur d'agresser cette personne. La mission recommande également les renforcements des moyens. Les professionnels font un travail formidable, mais à moyens constants, avec des demandes croissantes. Si l'on veut des preuves irréfutables et certifiées, et aussi indiscutable à l'occasion par exemple d'un procès, il faut renforcer les moyens partout sur le territoire des unités médico-judiciaires. Dernière chose, nous avons dans cette mission mis en place un groupe de travail de victimes expertes qui nous ont aidés aussi à formuler certaines recommandations. J'ai rencontré comme ma collègue Véronique, énormément de victimes. Elles ont témoigné lors d'auditions et elles ont accepté de participer sur le long cours aux avancées de ce rapport. Je tiens bien sûr sincèrement à les remercier et j'étudie actuellement une proposition sur le fait que par exemple ces victimes expertes pourraient intégrer ces groupes pilotés par les préfets sur les territoires, ces fameux CLAV, pour apporter en fait leur expérience et finalement pouvoir un peu transformer ce qu'elles ont vécu et donner aux autres le moyen de s'en sortir. Je vous remercie. Merci, chère collègue Sandrine Josso. Madame la sénatrice Véronique Guillotin, je vous cède la parole. Merci, monsieur le vice-président. Merci, Sandrine. Mesdames et messieurs les députés, donc je vais, comme l'a dit Sandrine il y a quelques minutes, compléter les propos pour tenter d'embrasser l'ensemble du rapport, bien que je pense que les 50 propositions ne seront pas présentées en détail aujourd'hui, mais vous avez, je crois, des exemplaires du rapport devant vous. Alors, j'ai tendance à dire que ce rapport n'est pas un rapport comme les autres. Il y a un an, on a entamé nos travaux avec Sandrine
sans trop savoir par quel bout on allait prendre ce sujet à la fois sensible et difficile. Donc je me souviens vraiment du début où on s'est mis d'accord rapidement pour dire que la première des tables rondes devait être la table ronde des victimes, parce que ce rapport, il est fait avec elles, mais pour elles. Et c'est vraiment cette première table ronde qui nous a permis de tirer un peu les fils des différentes pistes à explorer pour tenter, en tout cas, d'apporter des réponses et d'améliorer le dépistage, le suivi et la prise en charge des victimes. Alors, comme l'a dit Sandrine, c'est un rapport qui déploie une 50 recommandations, dont 15 prioritaires dont on appelle le gouvernement à les mettre en place le plus rapidement possible, courant 2025, et dont une partie d'entre elles dans le PLFSS pour 2026. Globalement, il s'articule autour de quelques axes. Mieux définir la soumission chimique, parce qu'on parle bien de quelque chose quand on met les mots qui vont bien et lorsque l'on a bien défini. Donc c'est cette définition du code pénal de la soumission chimique. Et puis reconnaître la vulnérabilité chimique comme une circonstance aggravante. Cela a été dit, c'est peut-être aussi un angle mort qu'il y avait dans le code pénal jusqu'aujourd'hui. Le deuxième axe était de prendre en charge les victimes dans leur globalité en encourageant le dépôt de plainte et surtout en améliorant l'accueil des victimes lorsqu'elles vont auprès des professionnels de premier recours, que ce soit les professionnels de santé, mais que ce soit également les professionnels police ou gendarmerie. Et puis en sécurisant ce que l'on a appelé régulièrement une course contre la montre du recueil des preuves qui est éminemment important, central et qui est décisif pour une suite judiciaire possible et pénale possible, parce que les preuves sont, comme vous le savez, très, très labiles et disparaissent rapidement. Et enfin, un dernier axe, c'était de développer la recherche, mais j'y reviendrai, et de lutter contre la cybercriminalité, parce que le procès Mazan nous a bien montré qu'il y avait à travers cette organisation malsaine vraiment un rôle majeur des réseaux sociaux. Alors, étant moi-même médecin généraliste, je m'attacherai plus particulièrement au volet médical de ce rapport, au demeurant central, car dans le cas de la soumission chimique et de la vulnérabilité chimique, et dans l'affaire Pellico, l'affaire du viol de Mazan, on s'est vraiment aperçu qu'après l'effet de sidération qu'il a engendré, à titre personnel, mais je crois que l'ensemble de la communauté médicale l'a fait. Moi, je me suis très vite interrogée sur les 10 années, c'est ce qui m'a choquée peut-être dès le départ, les 10 années d'errance médicale qu'a dû traverser la victime. Alors, je me suis demandé si la possibilité d'évoquer, ou en tant que professionnelle de santé, de penser à la possibilité que son mari drogue la patiente que j'aurais eue devant moi me serait venue à l'esprit en toute sincérité et vraiment avec une grande humilité. La réponse est clairement non. Donc je me suis vraiment interrogée et effectivement c'est un pan, c'est un diagnostic, c'est en tout cas une sensibilisation qu'on n'avait pas et il nous est rapidement apparu essentiel en fait de réparer cette problématique et de créer un référentiel unique dans un format court et à la fois très lisible pour une détection immédiate. Alors, je m'explique. L'explication, enfin en tout cas la proposition concrète, c'est effectivement de permettre et de demander la publication dès 2025. Alors, on a sollicité, enfin en tout cas, on a insisté auprès du ministre de la Santé pour la date du 25 novembre 2025, qui est la date de la lutte contre les violences faites aux femmes, en se disant que ce serait qu'un beau signal que ce référentiel HAS puisse être publié à cette date-là, chose qu'il a écrit en gros sur sa pochette. Bon voilà, j'espère que en tout cas ça va l'interpeller, mais je pense qu'il a été assez sensible à l'argument. Et l'idée, c'est effectivement pour tous les professionnels de santé de pouvoir améliorer le dépistage, l'orientation des patientes et puis l'accompagnement des victimes de soumission chimique et de vulnérabilité chimique. Alors, ces recommandations spécifiquement destinées aux professionnels de santé permettront de clarifier un parcours de prise en charge qui est aujourd'hui peu lisible, mais je dirais même peu connu en fait, des professionnels de santé.
Et c'est la date du 25 novembre. Voilà. Donc, plus généralement, la question de la formation nous est apparue centrale, réclamée par les professionnels d'ailleurs, alors notamment celle des soignants qui constituent une première ligne souvent pour les victimes. Un besoin récurrent a été formulé pour chaque structure auditionnée d'être formée sur la soumission chimique et la vulnérabilité chimique. Aussi, nous formulons plusieurs recommandations dans ce sens. La première est que dès la 2e année des études de santé, une sensibilisation à la soumission chimique dans le cadre du service sanitaire puisse être réalisée. Un service sanitaire qui dure 6 semaines, qui est réalisé par chaque étudiant en santé. Donc il y a les étudiants en médecine, pharmacie, maïeutique, massokinésithérapie, odontologie, les infirmiers, les étudiants en soins infirmiers. Donc c'est une formation qui permettra de couvrir une très grande partie des futurs soignants de premier recours et pas exclusivement des professionnels médicaux. Elle sera également utile pour prévenir les phénomènes de vulnérabilité chimique dans un milieu festif, étudiant, connu pour ses comportements à risque. Et c'est également un point d'attention qui nous a été relevé régulièrement par les doyens de faculté que nous avons auditionnés. En fait, 54% des femmes dans le milieu médical, 54% des femmes actives, donc qui travaillent, déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment avec leurs propres collègues. Or, cette atmosphère a des conséquences immédiates pour les professionnels de santé qui sont bien évidemment des victimes, mais c'est également une vraie problématique pour la qualité de la prise en charge, parce que lorsque l'on a été victime, c'est peut-être plus compliqué, plus difficile de prendre en charge des patientes et des victimes également. Donc voilà, on pense que c'est quand même un sujet important. La deuxième recommandation sur la formation, c'est qu'on puisse continuer cette formation continue en 6e année d'études médicales, plus particulièrement dans le domaine de la pharmacologie, sur l'apprentissage ou en tout cas la sensibilisation des usages détournés des psychotropes et des médicaments. On voit bien que la soumission chimique n'est pas que le GHB, ça a bien été dit, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. C'est très souvent des médicaments de la pharmacie, de notre propre pharmacie, des antihistaminiques, des psychotropes, le petit hypnotique du soir, enfin voilà. Et donc il est aujourd'hui important de travailler et de sensibiliser tous les professionnels de santé sur ces usages détournés. On a également surtout pas laissé de côté la formation continue à travers des diplômes universitaires ou des MOOC qui commencent déjà d'ailleurs à émerger sous l'impulsion d'initiatives locales. Certaines universités les déploient déjà. L'idée générale, en fait, est que chaque soignant puisse avoir à l'esprit l'hypothèse d'une soumission chimique tant que ce diagnostic n'a pas été définitivement écarté. En matière de santé, quand on a un patient devant soi qui présente des symptômes, on a effectivement un panel de diagnostics qui s'offre à nous et que l'on connaît, avec des diagnostics un peu rares et un peu isolés. Et je crois que ce qui a en fait empêché Gisèle Pellicot d'être repérée au bon moment, c'est qu'à aucun moment, ce diagnostic de soumission chimique ou de vulnérabilité chimique, mais notamment de soumission chimique, est intervenu en se disant, tiens, quand même, c'est curieux. Certes, ça peut être un trouble cognitif. Certes, ça peut être un problème. Il y avait des problèmes gynéco également, mais dans ce cas-là où on n'arrive pas vraiment à identifier les choses, soyons alertés. Il y a peut-être un problème de soumission chimique, surtout que le mari en fait était présent en fait à chaque consultation. Et là aussi, ça doit pouvoir interpeller, mais encore faut-il que les professionnels soient formés, sensibilisés. Donc, mais la question, bien sûr, de tous les professionnels en contact des victimes est cruciale. Donc, je ne reviendrai pas en détail sur chaque proposition du rapport, mais il va falloir collectivement prendre ce sujet à bras-le-corps pour améliorer concrètement l'accueil et l'accompagnement des victimes. Alors, je parle notamment des professionnels, les forces de l'ordre, les procureurs, les juges, avec des sensibilisations pour chaque corps de métier, une sensibilisation spécifique à la soumission chimique. Pour en revenir aux médecins, il y a une recommandation qui est également faite dans ce rapport, c'est d'élargir la levée, c'est la deuxième recommandation d'ailleurs du rapport, c'est d'élargir la levée du secret médical en cas de soumission chimique, que la soumission chimique soit un motif de plus de pouvoir lever le secret médical. Pour protéger bien évidemment les professionnels et pour protéger les patientes ou les patients, victimes et victimes, qui
pour un moment d'altération du discernement ou par peur, ne porteraient pas plainte ou auraient des difficultés à le faire. Donc, c'est bien évidemment les inciter, mais pouvoir aussi permettre une levée du secret médical pour pouvoir faire avancer des affaires quelquefois très complexes. Alors, Sandrine a évoqué la question majeure et sensible du recueil de preuves, donc je ne reviendrai pas... Je reviendrai pas sur le sujet, mais on a une petite maxime qui nous dit que effectivement, la soumission chimique est le crime parfait puisque les preuves disparaissent très très rapidement, sauf qu'avec un tel rapport, on espère que le réflexe du recueil de preuves puisse faire que ces traces deviennent en fait le pire ennemi des agresseurs. Lors de la première table ronde, je vous l'ai dit, qui est consacrée aux victimes, également, il y a un sujet qui est également revenu très régulièrement, c'est bien sûr la question du coût des analyses, qui a été posé et qui demeure un frein, puisque globalement, je parle peut-être sous contrôle, on est autour de 1 000, 1 200 € pour les recueils de preuves qui n'étaient pas, avant le dépôt de plainte, qui n'étaient pas remboursés. Donc l'expérimentation et la demande de généralisation de cette expérimentation doit être effectivement, et on l'appuiera, je pense, du côté des deux chambres, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, pour qu'effectivement ce remboursement puisse être effectif et passer dans le droit commun dès janvier 2026. Enfin, une recommandation importante qui est sur la recherche. Alors, avec des axes différents de la recherche. Une recherche, bien sûr, en matière de galénique et de toxicologie. On comprend bien les raisons, le médicament, son détournement, le type peut-être de pouvoir mettre dans le médicament, ou en tout cas en matière de galénique, des produits amers, des produits colorés, enfin des choses pour que le détournement de ces médicaments puisse être le plus faible possible. Des recherches, bien évidemment, en santé sexuelle, indispensables pour mieux comprendre la survenue et le développement des violences et pour construire un parcours de soins afin de les enrayer. Et puis également des recherches cliniques sur le psychotrauma, qui est une facette vraiment majeure de la prise en charge des victimes, des victimes liées aux violences sexuelles, mais ça pourrait être élargi effectivement à d'autres violences, pour laquelle nous souhaitons, et c'est dans une recommandation bien précise, créer un appel à projet spécifique dans le cadre de France 2030 qui mentionnerait explicitement dans cet appel à projet les situations de soumission chimique. Voilà, et je conclurai sur quelque chose, moi, qui me tient à cœur, mais je crois que dans cette délégation qui ne peut que résonner, c'est effectivement avoir un axe important sur la prévention. Et notre mission recommande qu'elle se fasse dès le plus jeune âge, avec l'éducation à la vie affective. Et nous recommandons et nous demandons un renforcement des moyens au bénéfice des enseignants pour pouvoir accentuer cette sensibilisation dès le plus jeune âge, le respect, le consentement, l'égalité entre les hommes et les femmes, enfin les petites filles et les petits garçons, le genre et le non-genré. Voilà, que chacun puisse effectivement trouver sa place, que l'on puisse également ouvrir des espaces de dialogue avec les enfants, espaces de dialogue qui vont permettre effectivement de, peut-être dans des milieux où on ne parle pas beaucoup, dans des milieux familiaux où il y a des sujets tabous, peut-être pouvoir amener une connaissance aux enfants, une sensibilisation, mais également peut-être de libérer la parole de certains enfants dans les classes. On sait qu'il y a au moins 2 enfants par classe qui sont victimes de violences, et pouvoir également leur libérer la parole, parce qu'on est persuadé, ça a été d'ailleurs clairement par différentes études mis à jour, des jeunes sensibilisés, ce sont des agressions en moins. Donc c'est un vrai coup positif pour la société, pour les enfants globalement, également pour, bien sûr, il y a un coût économique derrière que l'on ne peut pas nier. Voilà, donc si je me suis particulièrement attardée sur le milieu de la santé, c'est pour rappeler un peu que cette introspection que je me suis faite, je pense que tout le monde doit se la faire, sur cette invisibilité du phénomène qui a existé trop longtemps. Et pendant des décennies, je crois que ce procès Mazan, en tout cas aujourd'hui, et le courage de Gisèle Pellicot, que nous avons tous salué régulièrement, en fait, nous oblige à agir et nous oblige à ne plus jamais laisser retomber, en tout cas, cette grande cause et ce combat, afin de protéger l'ensemble des victimes.
Donc j'aurai moi un seul mot, c'est passer à la mobilisation collective, mais ce n'est pas ici qu'on va convaincre les uns et les autres. Mais en tout cas, on aura besoin effectivement de tout le monde, l'Assemblée nationale, le Sénat, les associations, vous parlementaires, et puis bien évidemment le gouvernement auquel nous adressons ce rapport, mais qui, comme tu l'as dit Sandrine, je crois qu'on les a sentis bien mobilisés, bien à l'écoute, et je crois que tu as posé une question avec une réponse très positive, peut-être de la ministre Aurore Bergé. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, chers collègues, pour la présentation de ces travaux très clairs et complets. Je vous propose que nous passions à l'intervention de chacun des orateurs de groupe pour 2 minutes chacun, en commençant par Monsieur Emmanuel Taché de la Pagerie pour le groupe du Rassemblement national. Monsieur le Président, je voulais saluer la précision et l'exhaustivité du rapport concernant la soumission chimique qui nous est apporté par nos collègues Josso et Guillotin, et qui permet de mettre définitivement, je ne sais pas, mais évidemment en lumière ces crimes de la honte. La soumission chimique est définie comme l'administration d'une substance psychoactive à l'insu de la victime ou sous la menace à des fins criminelles ou délictuelles, et la vulnérabilité chimique qui désigne un état de fragilité induit par la consommation de ces substances sont des pratiques qui mêlent prédation, préméditation et évidemment lâcheté. Elles permettent aux agresseurs de tenter de camoufler leurs crimes avant même de les commettre, rendant la trace judiciaire encore plus complexe. Comme pour toutes les violences sexistes et sexuelles, les victimes doivent surmonter des conséquences dramatiques, stress traumatique, post-traumatique, pardonnez-moi, troubles physiques et psychologiques, errance médicale et judiciaire, ça a été dit, et une solitude avérée. Face à cette réalité, nous devons agir vite et fort. Nous avons une possibilité quasi immédiate d'horizon 2025-2026. Le rapport, conséquemment, propose 50 recommandations que nous ne pouvons que soutenir. Parmi elles, je retiendrai la simplification de la procédure de recueillement des preuves, le déploiement des kits de prélèvement biologique, l'intégration au code pénal d'une circonstance aggravante pour les infractions de vol et agression sexuelle lorsque la victime est sous l'empire de substances psychoactives. Au-delà du drame de l'affaire Pellico qui nous a tous sauté au visage et qui a ému, je crois, au-delà de nos frontières, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, 1229 cas de soumission et vulnérabilité chimique ont été analysés. Je souhaitais redire la détermination effectivement qui doit nous animer de façon quasiment immédiate. Et à titre personnel, redire à notre collègue Sandrine Rousseau mon admiration pour sa détermination, son courage et sa dignité. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Sandrine Josso. Oui. Merci beaucoup, chers collègues. Je cède la parole à Madame Julie Delpech pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Ensemble pour la République, je tiens à saluer l'engagement et la rigueur avec lequel vous avez mené ce travail. Ce rapport est bouleversant. Il met des mots sur une violence qui agit dans l'ombre, vous l'avez dit. Une violence invisible, silencieuse, mais terriblement destructrice, celle de la soumission chimique. Derrière chaque chiffre, derrière chacune de vos recommandations, il y a une vie. Une femme qui se réveille sans souvenir, une jeune fille qui doute d'elle-même, une victime qui, faute de preuves, ne sera jamais crue. C'est elle que nous devons entendre aujourd'hui grâce à vos travaux. La soumission chimique, ainsi que la vulnérabilité chimique, sont des réalités encore trop méconnues et pourtant en constante progression, vous l'avez rappelé. Le fait que ces violences soient souvent indétectables, qu'elles laissent peu ou pas de traces, ne les rend pas moins destructrices. Pire encore, elles prospèrent sur le silence, la honte et le sentiment d'impunité. Je me félicite des recommandations, des 50 recommandations que vous avez formulées, et notamment des 15 priorités à mettre en œuvre pour 2025. Ces mesures vont dans le bon sens et rejoignent pleinement nos engagements pour une République plus protectrice des femmes. Il nous appartient maintenant de faire vivre ce rapport par des actes et de garantir que chaque victime soit reconnue, protégée et accompagnée.
Aussi, il est de notre devoir de faire en sorte qu'il ne reste pas lettre morte. Vous pourrez compter sur notre soutien. Et puis, à titre personnel et au nom de mon groupe, évidemment, nous sommes aux côtés de Sandrine Josso dans son combat depuis le début. Et vous pourrez compter sur nous jusqu'au bout pour vous accompagner. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Sarah Legrain pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, chère Sandrine Josso, chers collègues, alors cette présentation de votre rapport sur la soumission chimique est un de ces moments importants qui, d'ailleurs, je crois, aurait dû mobiliser aujourd'hui davantage de nos collègues. Un de ces moments importants où nous passons d'une parole qui s'est courageusement fait entendre, la vôtre, Sandrine Josso, à un déferlement de témoignages, à un constat de société et à des préconisations politiques. Un constat qui est accablant sur l'ampleur jusqu'ici totalement sous-estimée d'un phénomène, celui des violences sexuelles par le recours à la soumission chimique, à un phénomène qui est celui des violences sexuelles, qui rentre dans ce système-là, mais qui a aussi des conséquences spécifiques sur les victimes, sur les difficultés qu'elles vont rencontrer dans leur parcours pour la justice, pour la réparation. Et de ce constat, vous tirez des préconisations politiques aussi, notamment en matière de formation des personnels, de remboursement des tests toxicologiques. Et je me dois de dire d'emblée que maintenant que ces préconisations sont faites, je crois qu'il faut qu'on arrive à un autre moment qui sera très important, qui sera celui des moyens pour appliquer ces recommandations. Donc j'accentue mes questions là-dessus. Ce rapport intervient, votre présentation intervient à un moment singulier, doublement singulier. Aujourd'hui, Gérard Depardieu a été condamné. Une part du verdict est historique parce qu'elle prend en compte la dimension de la victimisation secondaire, puisque Gérard Depardieu est condamné à 1 000 € pour chacune des plaignantes du fait qu'il y a eu des propos particulièrement stigmatisants, dénigrants, violents lors de la défense. Et on sait que cette victimisation secondaire, elle n'a pas lieu qu'au moment du procès. On l'a vu au moment du procès Pellico, mais elle a lieu aussi dans toutes les étapes. Et donc, je voulais vous demander peut-être ce focus spécifique sur le type de victimisation secondaire dont peuvent être victimes les victimes de violences sexuelles par la soumission chimique, qui, là encore, peuvent donner lieu à des réactions spécifiques, désobligeantes, culpabilisantes. Quels sont vos constats et quelles sont aussi vos recommandations, y compris en termes de financement pour la formation de tous les personnels qui vont être confrontés qui vont rencontrer ces victimes. Et puis à cette question de la formation des personnels de justice et de police s'ajoute celle des personnels de santé. Vous l'avez dit, en fait, les 10 ans d'errance d'errance médicale de Gisèle Pellico nous ont tous saisis. Nous nous sommes tous demandé comment c'était possible, en fait, qu'autant de rendez-vous médicaux aient lieu sans que personne ne se pose cette question. Et puis, on se pose aussi, du coup, la question, évidemment, derrière le remboursement du coût causé par les analyses toxicologiques, de l'information. Et donc, pour cela, il faut des personnels, encore une fois, de santé qui soient formés pour informer les victimes sur la possibilité de faire ces tests et pour toutes les démarches à suivre. Et donc, là encore, à combien chiffrez-vous ces besoins? Parce que je pense que nous aurons besoin ensuite, au moment du budget de financement de la sécurité sociale et du budget général de l'État, d'avoir des chiffres pour que ces recommandations elles soient réellement appliquées. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Karine Lebon pour le groupe GDR. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Alors, je tiens à saluer votre travail remarquable qui permet de mettre en lumière un sujet encore trop souvent relégué dans l'ombre, emprisonné dans des clichés tenaces. Votre rapport démonte ces clichés profondément ancrés qui contribuent à invisibiliser les victimes et à entretenir ce sentiment insupportable d'impunité. Il nous rappelle une réalité dure mais incontournable. Aujourd'hui, les femmes et les filles ne sont en sécurité nulle part, pas même chez elles. Alors oui, il faut sensibiliser l'opinion, mais aussi former massivement les professionnels de santé, vous l'avez dit, les forces de l'ordre, les magistrats et les magistrates. On ne pourra pas avancer si ceux et celles qui accueillent la parole des victimes ne sont pas préparés, formés, soutenus. Alors j'ai pour exemple très récent une femme de La Réunion qui est venue me voir parce qu'elle a porté plainte pour viol sous soumission chimique. En fait, elle souffre de fibromyalgie et son mari l'encourageait à prendre ses antidouleurs qui l'endormaient. Et le psychologue agréé comme expert par le tribunal lui aurait dit « Mais madame, de quoi vous vous plaignez? Il ne vous a pas fait mal, vous étiez inconsciente. » Donc ce type de propos inacceptable ne doit plus être tenu. Donc, vous le disiez, ce rapport a été remis à la ministre Aurore Bergé. Dans son communiqué, elle évoque des priorités, éducation au respect, au consentement, évolution du droit, très bien. Mais elle ne dit pas un mot des mesures qui demandent des moyens.
Rien non plus sur le budget 2026, d'où ma question. En octobre, à votre avis, pourra-t-on constater une augmentation claire des crédits pour lutter contre les violences sexuelles? Et quelles garanties pouvez-vous espérer obtenir d'ici là? Sur les prélèvements biologiques sans dépôt de plainte, la mission propose de généraliser l'expérimentation. À La Réunion, les équipes de l'UMJ que nous avons rencontrées demandent une ligne budgétaire dédiée, intégrée au budget global du service. Est-ce une piste que vous jugez solide et applicable ailleurs? Sur l'effectivité du protocole national, quel mécanisme de contrôle vous semble plus adapté pour garantir une mise en œuvre réelle partout en France et pas seulement sur le papier? Et enfin, un mot sur les Outre-mer. Ces territoires sont peu présents dans le rapport. Pourtant, eux aussi sont touchés durement par les violences sexuelles. Le manque de coordination, d'information, de moyens y est souvent encore plus criant. Alors, Madame Josso a évoqué les Outre-mer dans ses prises de parole, mais selon vous, est-ce que la situation y est différente? Et si oui, comment y répondre spécifiquement? Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je vous propose, mesdames les rapporteurs, de répondre en gardant le même ordre de présentation que tout à l'heure. Donc, Madame Josso d'abord, puis Madame Guillotin. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je voudrais vraiment vous remercier pour vos propos, Monsieur de la Pagerie, Madame Delpech, Madame Legrain et également Madame Dubon. Pour répondre directement aux questions de la victimisation secondaire. Effectivement, elle est très importante. Elle commence en fait dès le départ, c'est-à-dire que la victime, si elle parle, voilà, elle peut déjà être confrontée par la société toute entière à plein d'endroits dans le monde judiciaire, à commencer, mais aussi dans son entourage, au fait qu'on ne la croit pas. Donc ça, c'est déjà ça nous regarde tous, et ça, c'est aussi une préoccupation en lien avec l'éducation et la prise en compte dans la société de ces victimes-là, qui deviennent finalement coupables dès le départ. Et ça, c'est très important d'insister parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait le renforcement du traumatisme et du psychotrauma. Également, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, il y a des bonnes intentions. Par exemple, à la police judiciaire, on peut proposer, après, par exemple, qu'une victime ait porté plainte, un accompagnement. Très souvent, les psychologues qui accompagnent ces victimes, en fait, exercent et viennent en permanence, en fait, dédiés dans les mêmes locaux où cette victime a porté plainte. Donc, le fait de revenir sur le lieu de dépôt de plainte, ça fait parfois aussi partie de la victimisation secondaire. Il y a vraiment une attention très particulière à avoir là-dessus. Moi, ça m'a particulièrement émue et vraiment douloureusement émue, ce sujet. Ensuite, sur la victimisation secondaire, il y a d'autres étapes, des étapes en lien aussi avec la procédure. Quand il y a une instruction, les victimes sont amenées à voir plusieurs fois les juges d'instruction, à répéter ce qu'elles ont vécu. Et puis, il y a cette étape de confrontation où il y a un biais dans la société qui fait croire que lors de la confrontation, le mis en cause va passer aux aveux. Or, voilà, vous comprenez bien que ça arrive très peu. Donc là, on a encore une situation de victimisation secondaire. Donc elles sont nombreuses, elles sont à plein d'endroits. Et puis, il y a aussi toutes les situations où, financièrement, la victime se retrouve aussi en difficulté. Quand elle parle, elle peut aussi être rejetée de sa famille, mais aussi, par exemple, dans son milieu amical, professionnel, avec parfois des victimes qui m'ont expliqué que quand elles ont parlé, elles ont perdu leur emploi et n'ont pas pu en retrouver d'autres. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des expressions de victimisation secondaire auxquelles il faut faire très attention. Et également, ce qui m'a beaucoup marqué dans les auditions des médecins, notamment par exemple de la professeure Coraline Ingray, qui a créé la Maison de la Résilience, la première Maison de la Résilience en France, à Nancy. Elle a expliqué que pour la soumission chimique, en fait, l'intentionnalité est extrêmement traumatisante. Quand vous savez en fait que votre agresseur, il a tout prémédité. Et ça, c'est le début du trauma.
Et sur cette victimisation, sur les surtraumas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on tend la main dès le départ aux victimes, en fait, on va permettre d'éviter cela en mettant en place notamment un suivi psychologique, mais pas que. Pour remettre une victime debout, par exemple, il faut aussi avoir en conscience qu'il y a d'autres disciplines qui permettent d'aider à reprendre confiance. Ça peut être des disciplines qu'on appelle communément des disciplines de santé intégrative. Ça peut être, par exemple, une discipline comme le yoga ou d'autres activités, notamment l'art-thérapie et des choses comme cela qui sont très bien proposées dans les maisons des femmes, qu'il faut développer encore plus. Donc je m'en arrêterai là sur la victimisation secondaire, mais elle est absolument intolérable. Il faut vraiment que ça cesse et qu'on mette en place des mesures pour, quelque part, pénaliser ceux qui osent le faire et ceux qui continuent à le faire. Également, je souhaite revenir sur le sujet des moyens. Le sujet des moyens est un bon sujet parce qu'à plein d'endroits, par exemple dans les unités médico-judiciaires, ils fonctionnent à moyens constants. C'est-à-dire que les médecins légaux, en fait, opèrent tout leur travail dans en fait, des situations où avant, ils s'occupaient plus des sujets en lien directement avec des décès. Mais là, ils se sont retrouvés en fait, à s'occuper des sujets de violences sexuelles sans avoir en fait, un vrai renforcement de leurs moyens. Et également, ils fonctionnent, on va dire, très bien dans les CHU, mais dans les hôpitaux périphériques, la médecine légale est en extrême souffrance, encore plus que dans les CHU. Donc il y a vraiment quelque chose à regarder de très près vis-à-vis de cela, parce que si les victimes en fait ne sont pas vues par les bonnes personnes, imaginez une victime, elle va voir son médecin généraliste ou par exemple un gynécologue. Si à un moment donné, cette victime, elle veut aller à la barre d'un tribunal, ce qui se passe, c'est que s'il y a un avocat en face de la défense qui, en fait, est très aguerri, il va dire que le certificat d'un médecin généraliste, que le certificat, par exemple, d'un gynécologue ne tient pas et qu'il faut à tout prix des certificats de médecins légistes. Vous voyez comment on complique en fait l'accessibilité à la preuve de manière en fait très très fonctionnelle. Sur ce sujet-là, c'est vrai que on a dans notre groupe de travail lors de la mission intégré beaucoup d'avocats, dont Maître Karine Durieux-Dubolt, qui en fait est en ce moment, on va dire très mobilisée sur le sujet avec le procès de Pardieu, mais qui a aussi écrit un livre très intéressant. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'avocats mobilisés dans les divers groupes de travail, notamment dans celui précisément qui les concerne, et ils souhaitent eux-mêmes continuer à œuvrer dans ce groupe de travail. Donc c'est quelque chose qui pourra avancer au long cours, et on pourra avec eux, je pense, travailler de manière très concrète sur des propositions législatives. Et également, Madame Dupont, j'ai vraiment eu à cœur d'écouter ce que vous avez dit. Pardon ? Le bon ? Le bon. Mais le bon a du bon, voilà. Madame Lebon, sur les Outre-mer, sur l'expérimentation qui a été demandé par un de mes amendements dans le projet de loi de finances. Donc, pour faire en sorte que les victimes puissent avoir un accès aux tests sans dépôt de plainte. J'ai demandé à ce que l'expérimentation se fasse dans 3 régions, et j'ai tout fait pour qu'il y ait une région Outre-mer qui soit identifié. Et je peux vous rassurer, il y a un groupe qui est en train de se mettre en place donc au niveau de la Direction générale de la santé qui confirme qu'il y aura bien une région d'Outre-mer qui sera dans ce dispositif d'expérimentation. Et nous comptons bien que cette généralisation se fasse le plus rapidement possible
partout dans toutes les régions de France dès 2026. Voilà, je m'en arrêterai là. J'invite maintenant ma collègue sénatrice Véronique Guillotin, que je remercie encore une fois vraiment de manière, on va dire, très solennelle sur la qualité des travaux que nous avons menés ensemble, ainsi que Madame Darnaud qui complétera au besoin à la suite de cette audition des questions subsidiaires si vous le souhaitez. Merci Sandrine. Merci pour vos propos déjà et pour vos questions. Je vais peut-être tenter juste de compléter pour bien évidemment sur déjà la victimisation secondaire. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dès le départ et vous avez raison, Madame Lebon, sur la formation des professionnels et notamment, j'ai essayé d'insister dans mes propos liminaires, l'accueil en fait des victimes peut être dévastatrice et on voit bien que les petits mots, les doutes, ne serait-ce que les doutes ou comment c'est possible, mais vous êtes sûr, enfin voilà, il suffit qu'il y ait deux mots qui permettent encore une fois de renforcer cette souffrance et d'accélérer une victimisation et quelquefois qui font même reculer un frein au dépôt de plainte parce qu'en fait le parcours est compliqué. Donc quand je dis que la formation des professionnels, pas que de santé, des professionnels dans leur ensemble était essentielle et primordiale. Je crois que c'est aussi pour répondre à cela et permettre à des victimes de porter plainte. Il faut que l'état d'esprit change. Il faut que la société entière en soit consciente et on entend encore trop souvent, c'est pas la peine d'aller porter plainte. De toute façon, je pousse la porte du commissariat ou personne me croit ou on m'a dit telle ou telle chose. Et en fait, c'est une espèce de bruit de fond de la société qui absolument doit changer. Je crois que cette forme, alors ça se fera pas d'un claquement de doigts, c'est bien évident, mais c'est vraiment une forme de changement profond qu'il faut faire et c'est par cette formation initiale, dès le plus jeune âge, initiale dès le début des études et continue bien évidemment tout au long de la vie. Vous aurez l'occasion de regarder, mais il y a plusieurs propositions. Sur les moyens, alors moi je crois qu'il y a des mesures qui peuvent se faire à moyens constants et des mesures où il faut effectivement renforcer les moyens. Les mesures à moyens constants, c'est tout simplement les maquettes des formations. Ça ne demande pas énormément plus de financement public que d'orienter de la formation au sein d'une maquette d'études de santé, par exemple, une sensibilisation des étudiants dans leurs services sanitaires, un déploiement des services sanitaires auprès des événements festifs, auprès de groupes de jeunes. Tout ça ne demande pas plus de moyens, ça demande une vraie volonté politique de tous, une espèce de mouvement collectif, bien évidemment des ministres qui peuvent impulser, mais on a également des doyens de faculté, des directeurs d'université. Enfin, il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Donc ça, c'est à moyen constant. Après, Madame Legrain, oui, vous avez raison, il va falloir qu'il y ait des axes où on a besoin de renforcer les moyens. Tout simplement parce que on le voit sur les schémas et en tout cas les chiffres qui ont été donnés, il y a de plus en plus de déclarations. Et ces déclarations, on sait encore qu'elles sont sous-estimées. Elles sont sous-estimées parce que les preuves sont labiles, parce que les médicaments sont peu détectables, parce qu'on a encore un phénomène de honte et de culpabilisation. Donc sur un panel de 1200 plaintes ou recueils qui remontent, je ne peux même pas savoir combien en fait il y a vraiment de réalité. Et plus le travail sera fait, bien évidemment, on va se dire il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus qu'avant, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de remontées, de signalements, et c'est tant mieux, et de prise en charge. Donc plus il y aura de victimes patientes, plus il y aura bien évidemment besoin de professionnels dans un contexte que l'on connaît aujourd'hui. Et si on regarde l'état de la psychiatrie aujourd'hui en général, on est déjà quand même bien en difficulté, donc il y aura bien sûr un besoin de moyens. Concernant la formation, ce que l'on demande également, en tout cas ce qui est préconisé, c'est qu'il y ait une harmonisation en fait, de la formation pour les psychiatres et les psychologues judiciaires notamment, sur des connaissances générales en droit et en criminologie, mais ça c'est des formations qui peuvent, encore une fois, se faire à moyens constants. Donc on voit bien qu'il y a les deux piliers. On a des choses qui peuvent être sur une forme de réorganisation, demander une levée de secret médical, ça ne va pas demander un moyen supplémentaire. Par contre, on voit bien effectivement que pour la prise en charge, et quand on regarde, tu en as parlé Sandrine, mais on a été visiter la Maison de la Résilience à Nancy,
Le professeur Ingré nous a clairement, elle nous a un petit peu attrapés au bord du chemin. Alors moi, j'ai une casquette de conseillère régionale. Je suis conseillère régionale de la région Grand Est, donc la Maison de la Résilience est à Nancy. Bien sûr qu'elle attend un peu de financement sur ses programmes de recherche. On a parlé de la recherche. Il va bien falloir aussi donner les moyens à la recherche d'aller plus loin dans ces domaines-là. Donc ça sera, je crois que ce rapport doit vivre. Si on le laisse à l'état des recommandations, on va avoir quelques recommandations qui vont pouvoir très rapidement s'appliquer parce qu'à moyen constant, et d'autres recommandations pour lesquelles il va falloir se battre sur des projets de loi de financement de la Sécu et des projets de loi dans un contexte quand même contraint que l'on connaît. Donc ce que l'on a effectivement convenu, c'est qu'il va falloir qu'il y ait un point d'étape pour se remettre autour de la table, notamment avec le gouvernement avant le PLFSS, et savoir ce que l'on va pouvoir effectivement travailler, renforcer pour pouvoir faire avancer ce dossier. On a également les moyens, on l'a écrit clairement, pour les CRAFS, hein, tu l'as dit, les centres régionaux, alors j'ai jamais l'acronyme, mais... Centre de référence des agressions facilitées par les substances, donc qui notamment a également besoin de plus de moyens puisqu'elles sont en assistance aux victimes et aux professionnels de santé. Donc plus le phénomène sera connu, plus il y aura besoin d'opérateurs et de gens qui soient derrière le téléphone pour pouvoir orienter, conseiller, et tout ça effectivement demande plus de monde. Voilà, moi c'était à peu près... Et puis oui, les moyens sécurité sociale, puisque si on demande une généralisation, c'est pas une généralisation de l'expérimentation, que l'expérimentation passe dans du droit commun avec un remboursement des actes et une cotation des actes, notamment au niveau des services hospitaliers, bien évidemment qu'il va falloir que l'on travaille avec la CNAM pour obtenir ce financement possible. Donc derrière cela, oui, il y a à la fois une volonté politique, une volonté d'ensemble des acteurs et puis des moyens à mettre sur des axes particuliers. Merci Madame la sénatrice. Chers collègues, Sandrine Josso, vous vouliez rajouter quelques mots complémentaires. Je vous cède la parole. Merci Monsieur le Président. Peut-être une information intéressante aussi pour tout le monde. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a eu une augmentation des signalements entre 2021 et 2022. C'est le Centre de référence des agressions facilitées par les substances qui l'exprime et qui le valide par ses recherches. Mais il faut quand même ajouter quelque chose. Dans notre mission, on a mis en place un groupe de travail sur la cybercriminalité. Et là, il y a un point d'extrême vigilance qui dit qu'il faut vraiment un changement total de paradigme. Pourquoi ? Parce que dans le monde virtuel, il faut savoir que les prédateurs se donnent des conseils. Et que derrière ça, par exemple, c'est illustré sur les sites de rencontres, qui se révèlent aussi être des lieux où les prédateurs opèrent. Ils peuvent s'inscrire sous des faux noms sur plusieurs sites de rencontres. Et ça, il faut à tout prix aussi que ces applications fassent tout pour permettre le signalement de ces comportements, ce qui n'est pas aujourd'hui optimal. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant parce que malheureusement, ça fait des milliers de victimes. Moi, j'en ai encore rencontré la semaine dernière, victimes en fait de ces situations avec ces prédateurs qui œuvrent en toute impunité. Et sachez que bien souvent, la réalité dépasse la fiction. Et il faut vraiment aider notre société au regard de tout ce qu'on voit là, aider aussi toutes ces victimes à revenir dans la vie. Elles font 50 recommandations, dont 15 à mettre en œuvre de toute urgence, selon elles, pour prévenir le fléau de la soumission chimique. Présentation de ce rapport survient 5 mois après le verdict dans le procès des viols de Mazan, à l'issue duquel Dominique Pellicot a été condamné pour avoir drogué et livré sa femme à des dizaines d'inconnus qui l'ont violée. Vous pouvez retrouver cette séance parlementaire sur notre site lcp.fr. Je vous redonne rendez-vous très vite ici même au cœur de l'Assemblée pour voir ou revoir une autre séance parlementaire. À bientôt sur LCP.